Avec Jean-Théophile Banzouzi, il est directeur exécutif de Médecins d'Afrique. Jean-Théophile Banzouzi, merci d'être en direct avec nous sur RT France. Alors on parle aujourd'hui de l'épicentre de l'épidémie en Europe. Où est-ce qu'on en est en Afrique ? Il est évident que pour l'Afrique, comme vous l'avez dit, et plusieurs personnes l'ont déjà signalé, on le constate avec les chiffres épidémiologiques en Afrique, l'Afrique a vraiment fait échouer, je pourrais dire, les pronostics qui étaient souvent annoncés. On a pensé qu'il devait y avoir des millions de morts. Heureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Pour l'instant, en tout cas, les cas sont très très faibles. On a très peu de cas de Covid, je veux dire, comparativement à l'Europe et à l'Amérique. Je pense que nous devons rester quand même très très vigilants. Pourquoi rester vigilants? Parce que, oui. Oui, alors justement, pourquoi vous avez moins de cas sur le continent africain? Par exemple, le Sénégal, le Niger ou le Cameroun ont mis en place des politiques de tests ciblés. C'est cela qui a freiné efficacement la progression du coronavirus ou pas seulement? Parce qu'effectivement, les tests sont arrivés très tardivement en Afrique. On était parmi ceux qui faisaient le plaidoyer pour que les tests arrivent parce que les médecins travaillaient à l'aveuglette. Par contre, ce qui a freiné véritablement le virus, je pense, à mon sens, c'est l'action rapide des autorités publiques qui ont effectivement, c'était très difficile, ont décidé rapidement de fermer les frontières, de faire des couvre-feux et puis aussi d'installer les mesures. Toute cette réaction rapide a permis, à mon sens, de freiner les choses. Mais pas seulement cela, parce que tout le monde le dit également, nous avons une population qui est extrêmement jeune et on sait que ce virus a fait plus de mal, plus de dégâts auprès des personnes qui ont des comorbidités et qui ont un âge à peu près supérieur à 65 ans, 70 ans. Donc je pense que l'Afrique a été sur une bonne phase, mais pas seulement cela. Il y a également la santé communautaire qui est extrêmement développée. L'Afrique a essuyé énormément d'épidémies, notamment Ebola, le choléra, le VIH, etc. Je pense que l'expertise du continent est aussi avérée, notamment dans la diffusion des bonnes pratiques sanitaires. Un réseau dense de relais communautaires ont été déployés avec énormément de messages. La télévision a joué son rôle, les réseaux sociaux, tout ceci a poussé à la responsabilité individuelle. Et est-ce que néanmoins les hôpitaux publics sur le continent africain ont connu des périodes de saturation, de manque de matériel? Comment est-ce que ça s'est géré à ce niveau-là? Il est vrai qu'on n'était pas préparé. On n'était pas préparé au niveau des hôpitaux parce que les équipements sont très faibles, les systèmes de santé sont fragiles et même on a constaté sur le terrain vraiment une désertion des hôpitaux parce que les personnes, les patients avaient peur de partir à l'hôpital et il a fallu faire une communication rude pour les ramener à l'hôpital. Non, il n'y a pas eu en tout cas une saturation par rapport à la Covid-19. Bien au contraire, il y a eu une tendance à délaisser les formations sanitaires. Donc, les gens sont restés chez eux parce qu'effectivement, il y avait le couvre-feu, il y avait une interdiction de sortir et il n'y avait pas une confiance vraiment forte auprès vis-à-vis des formations sanitaires de base. Et les médecins, est-ce qu'ils ont été davantage consultés, les médecins libéraux? Est-ce qu'il y a eu des traitements qui ont été essayés? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? En tout cas, il y a très peu de médecins libéraux, comme vous le savez, en tout cas en Afrique subsaharienne. Dans les médecins à rude épreuve, ils ont été bien sûr très souvent mobilisés dans les formations sanitaires de base, pas seulement les médecins, mais aussi les infirmiers, les aides-soignants, etc. Aussi les agents de santé communautaire qui ont été extrêmement mobilisés. Ils n'étaient pas débordés, c'est vrai qu'on n'a pas eu un nombre impressionnant de contamination et surtout des cas graves. On y avait plutôt des cas asymptomatiques, à 90% quasiment. Donc c'était une période favorable. Est-ce qu'il y avait des traitements qui ont été utilisés? Bien sûr. Il est vrai que pour la grande majorité, même si la consigne générale était
de ne pas faire le plaidoyer très officiel de l'hydroxychloroquine, azithromycine, etc. Je pense que la plupart des pays africains ont, en tout cas des médecins africains, d'après mes sources, ont plus utilisé l'hydroxychloroquine couplée à la vitamine C et parfois au zinc. Donc, c'était le traitement le plus abordable parce que nous étions en situation difficile. Personne ne savait comment aborder la situation et nous avons pris les protocoles qui ont été un petit peu annoncés au Maroc, en Algérie, un peu en France aussi avec le professeur Raoult et tous les autres. En tout cas, les gens ont travaillé en leur âme et conscience pour faire face à ce qui était difficile à organiser. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a tout de même des inquiétudes? Quand vous voyez cette seconde vague en Europe notamment, est-ce que vous vous préparez à un rebond de l'épidémie? En tout cas, il ne faut jamais affoler la population. Ça, c'est très, très important parce que si on affole la population, c'est contre-productif. Les médecins ne peuvent pas travailler dans ces conditions-là. Et d'ailleurs, même la surmédiatisation et parfois les fausses informations qui sont véhiculées ça et là stressent tout le monde et je pense que c'est contre-productif. Donc, d'être vigilant, bien sûr, nous sommes préparés et nous continuons de travailler aussi en partenariat avec l'OMS, avec les institutions publiques pour faire face à cette seconde vague. Mais on le fait en tranquillité parce que c'est très important de ne pas affoler les populations. C'est vraiment un cri d'alarme que je lance parce qu'en Afrique, on ne pourra pas faire face aussi à cette peur. C'est impossible. Et du côté de la population, globalement, il y a une bonne acceptabilité des mesures annoncées, des restrictions. Elles sont bien vécues? Or, il est vrai qu'au départ, c'était difficile parce que confiner des pays où les systèmes de distribution de nourriture n'étaient pas assurés, où les problèmes des transports n'étaient pas assurés pour tout le monde, et c'était très brutal, c'est vrai que la population a énormément souffert. Mais au fur et à mesure que nous avons avancé, on a trouvé des solutions intermédiaires. Aujourd'hui, il y a une vraie acceptabilité. On a un exemple d'un projet qui a été financé d'ailleurs par l'Union européenne au Togo, où nous avons monté des cellules d'éveil citoyen, où toutes les autorités publiques, y compris coutumières, se sont levées pour sensibiliser maison après maison. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, les gens comprennent qu'il faut faire attention. Il est vrai qu'il y a une lassitude, il y a une fatigue. Les gens en ont un peu marre de cette Covid-19, mais en même temps, ils voient avec un regard très clair ce qui se passe en Europe, les difficultés que nous avons ici. Je pense que les gens se préparent en conséquence et sont prêts à aller plus loin dans l'utilisation, enfin, en tout cas dans la pratique plutôt des mesures barrières. Merci beaucoup Jean-Théophile Banzouzi d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif de Médecins d'Afrique.